pourrais penser que les pirates passaient la plupart de leur temps à se battre à l'épée et à chasser des trésors, mais leur plus grand ennemi n'était pas les autres marins ni les marines royales. C'était quelque chose de bien plus simple, trouver de l'eau potable. Laisse-moi te raconter quelque chose de drôle à propos de la navigation dans les années 1700. Les navires pouvaient transporter assez de viande salée et de biscuits durs pour nourrir un équipage pendant des mois, mais l'eau, cette chose se transformait en une soupe dégoûtante d'algues et de bactéries plus vite que tu ne pouvais dire « yo, ho, ho ». Le pirate moyen avait besoin d'au moins 1 gallon d'eau par jour juste pour rester en vie sous la chaleur écrasante des Caraïbes. Fais le calcul. Pour un équipage de 50 pirates, cela faisait 50 gallons par jour. Pas étonnant que l'eau valût parfois plus que l'or. C'est là que les choses deviennent intéressantes et un peu dégoûtantes. Certains pirates désespérés essayaient en réalité de boire de l'eau de mer quand ils n'avaient plus d'eau douce. Mauvaise idée, très mauvaise idée. L'eau de mer contient environ 3,5% de sel, bien plus que ce que nos corps peuvent supporter. En la buvant, c'est comme si tu disais à tes reins « Allez, au boulot, en sur-régime ». Ton corps utilise plus d'eau pour se débarrasser de tout ce sel que la quantité d'eau que tu as bu au départ. Certains pirates l'ont appris à leurs dépens, et disons que ce n'était pas joli à voir. J'ai lu une fois l'histoire d'un navire pirate qui manquait d'eau depuis des jours, et certains membres de l'équipage avaient tellement soif qu'ils commencèrent à boire de l'eau de mer mélangée à du vin, pensant que l'alcool la rendrait potable. Spoiler, ça n'a pas marché. La plupart tombèrent violemment malades et leur situation empira encore. Tu pourrais penser que quelqu'un aurait trouvé une meilleure solution, mais rappelle-toi que cela se passait bien avant les contenants en plastique ou les systèmes de purification. Le mieux qu'ils pouvaient refaire était de conserver leur eau dans la partie la plus fraîche du navire, généralement dans la cale. Mais même là, avec le roulis du bateau, la chaleur et l'humidité, l'eau potable restait une denrée précieuse. La situation était parfois si grave que les pirates changeaient complètement leur route prévue, simplement parce qu'ils avaient entendu parler d'une source d'eau douce sur une île perdue. Imagine être les pirates les plus redoutés des Caraïbes et devoir faire un détour parce que tu meurs de soif. Bonjour la réputation ruinée. En parlant de réputation, il existe une histoire moins connue à propos du tristement célèbre Barbe Noire. Tout le monde le connaît comme ce pirate terrifiant qui mettait des mèches fumantes dans sa barbe pour effrayer les gens, mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il était en réalité assez malin en matière de gestion de l'eau. Il ciblait spécifiquement les navires dont il savait qu'ils transportaient de l'eau douce en plus de leur cargaison. Un type intelligent, non ? Quand les choses devenaient vraiment désespérées, les pirates se tournaient vers leur secours le plus fiable, le ciel lui-même. Et crois-moi, quand ces nuages de pluie apparaissaient à l'horizon, tu n'avais jamais vu un équipage bouger aussi vite. Dès qu'une tempête éclatait, tout le navire se transformait en une immense machine à capter l'eau. Le pont devenait plus animé qu'un marché aux poissons un jour de solde. Les pirates avaient mis au point tout un système pour récolter la pluie. Les voiles, ces immenses toiles de toile qui servaient normalement à attraper le vent, devenaient d'énormes entonnoirs quand on les inclinait correctement. Pendant les tempêtes, tu voyais les marins ajuster les voiles selon des angles précis, créant ce qu'ils appelaient des canaux d'eau. Parfois, ils se disputaient même pour savoir qui placerait quelle voile, car tout le monde savait que les voiles de proue captaient l'eau la plus propre. Moins de crottes d'oiseaux, si tu vois ce que je veux dire. La partie astucieuse, c'était l'utilisation de chaque surface du navire. Les gouttières en bois qui empêchaient normalement l'eau de mer de balayer le pont devenaient, pendant les averses, de véritables autoroutes d'eau douce, canalisant le précieux liquide directement dans des récipients. Certains pirates ingénieux gravaient même des rainures supplémentaires dans les planches du pont pour guider davantage d'eau vers leur point de collecte. Mais ce n'était pas toujours de tout repos. Jeu de mots totalement voulu. La collecte de pluie posait ses propres problèmes. D'abord, les premières gouttes qui tombaient sur le navire étaient généralement sales. Les oiseaux avaient fait leurs besoins sur ces voiles depuis des semaines, et le sel des embruns s'était accumulé partout. Les pirates intelligents laissaient donc les premières minutes de pluie nettoyer le pont avant de commencer à recueillir l'eau. Ils appelaient ça « donner son bain au pont ». Voici un détail amusant que la plupart des livres d'histoire n'évoquent pas. Pendant les grosses tempêtes, tu pouvais voir les pirates courir avec leurs chapeaux retournés pour attraper de l'eau supplémentaire. Certains allaient même jusqu'à enlever leurs chemises et les essorer dans des récipients.
Un récit d'un navire marchand espagnol décrit un équipage pirate qui ressemblait à une sorte de danse étrange sous la pluie, alors qu'ils essayaient simplement de maximiser leur collecte. Mais on ne pouvait pas toujours compter sur la pluie. Parfois, les navires passaient des semaines sans voir un seul nuage. C'est alors que les pirates faisaient preuve d'une grande créativité dans la préservation de l'eau. Ils avaient des règles strictes concernant son usage, encore plus strictes que celles concernant les bagarres ou le partage du butin. Briser les règles de l'eau pouvait te causer plus d'ennuis que de voler le capitaine lui-même. Il y a cette grande histoire d'un navire pirate appelé le Morning Star, où l'équipage avait recueilli tellement d'eau de pluie pendant une tempête qu'ils en avaient eu assez pour 2 semaines supplémentaires en mer. Ils célébrèrent en organisant une fête de la pluie où chacun reçut une ration supplémentaire d'eau. Ça ne ressemble peut-être pas à une grande fête pour nous aujourd'hui, mais à l'époque c'était mieux que de trouver un coffre rempli d'or. Les pirates vraiment doués pouvaient même prédire quand et où ils pouvaient parfois prévoir la pluie en observant les nuages et les oiseaux marins. Ils ajustaient toute leur route juste pour traverser des zones où ils pensaient pouvoir attraper une bonne tempête. On peut se demander si certains de ces redoutables pirates n'étaient pas en réalité de brillants météorologues déguisés. Mais même avec toutes ces astuces ingénieuses pour capter la pluie, il arrivait encore que le ciel reste désespérément clair. C'est alors que les pirates devaient recourir à leur plan de secours vital. Quand les tonneaux de pluie étaient vides et que le ciel restait dégagé, les pirates devaient devenir de véritables chasseurs d'eau experts sur la terre ferme. Oublie les cartes au trésor. Les cartes les plus précieuses de la collection d'un pirate étaient celles qui indiquaient les sources et rivières d'eau douce. Ces cartes de l'eau étaient gardées plus secrètes que les emplacements des trésors enfouis, et pour une bonne raison. Une bonne source pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Le premier truc que tout pirate apprenait était de chercher des plantes vertes. Ça paraît évident, non? Mais il y avait plus que ça. Les pirates avaient compris que certaines plantes étaient de meilleurs indicateurs d'eau que d'autres. Les cocotiers paraissaient tropicaux et jolis, mais ils pouvaient pousser dans un sol assez sec. Les véritables indicateurs étaient les fougères et les herbes épaisses, qui avaient besoin d'humidité constante pour survivre. Certains pirates astucieux apprirent même à repérer les lianes de Volubilis, Morning Glory, qui signifiait presque toujours qu'une source d'eau douce était proche. Voici où ça devient intéressant. Les pirates devinrent experts dans ce que nous appelons aujourd'hui les puits d'infiltration. À environ 15 mètres à l'intérieur des terres, ils creusaient des trous dans le sable. Peu à peu, ces trous se remplissaient d'eau douce filtrée. Le sable agissait comme un filtre naturel, retenant l'eau salée tout en laissant passer l'eau douce souterraine. Plutôt malin pour une bande de types qui passaient le plus clair de leur temps à enfreindre la loi. Mais ma technique préférée pour trouver de l'eau est ce que j'appelle l'astuce des oiseaux. Les pirates observèrent les oiseaux, surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. Les oiseaux avaient aussi besoin de boire, et le faisaient généralement à la même heure chaque jour. Si tu voyais un groupe d'oiseaux voler tous dans la même direction, il y avait de fortes chances qu'ils se dirigent vers un point d'eau. Un capitaine pirate écrivit dans son journal qu'il avait trouvé sa meilleure source en suivant un vol de perroquets, bien qu'il se plaignît qu'il faisait tant de bruit qu'il avait l'impression qu'ils se moquèrent de lui tout le long. Parfois, les pirates étaient tellement désespérés qu'ils devaient piller des villes côtières juste pour l'eau. Imagine la scène, les pirates les plus redoutés des Caraïbes, et au lieu de voler de l'or et des bijoux, ils s'enfuyaient avec des tonneaux d'eau. Il existe même une histoire amusante à propos d'un équipage pirate qui attaqua une colonie espagnole en 1718. Ils volèrent tous les tonneaux d'eau, mais se sentirent tellement coupables qu'ils laissèrent derrière eux un petit sac de pièces d'or en guise de paiement. Comme quoi, même les pirates pouvaient avoir des remords. Les meilleurs chasseurs d'eau savaient lire la terre elle-même. Ils recherchaient des vallées en forme de V, qui abritaient souvent des ruisseaux. Dans les zones rocheuses, ils cherchaient des stries sombres sur les falaises, signe que l'eau s'écoulait de la roche. Certains pirates prétendaient même pouvoir sentir l'eau de loin, bien que cela ait peut-être eu plus à voir avec le rhum qu'ils buvaient qu'avec de véritables talents de pisteurs. Certains équipages pirates allaient jusqu'à enlever des guides locaux connaissant les sources, mais cela se retournait souvent contre eux. Un guide capturé les mena en rond pendant 3 jours avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils se moquaient d'eux.
Un autre les conduisit bien à une source, qui se trouvait être habitée par une bande de crocodiles très mécontents. Après quelques incidents de ce genre, la plupart des pirates décidèrent qu'il valait mieux se lier d'amitié avec les locaux plutôt que de les forcer. L'une des techniques les plus astucieuses dont j'ai entendu parler était la collecte de rosée. Les pirates creusaient des trous inclinés et les tapissaient de grandes feuilles. Le matin, la rosée se déposait sur les feuilles et s'écoulait dans des récipients. Ce n'était pas grand-chose, mais quand on meurt de soif, chaque goutte compte. Mais trouver de l'eau n'était que la moitié du combat. Une fois que les pirates avaient leur précieuse eau douce, il leur fallait un endroit où la stocker. Et les tonneaux en bois qu'ils utilisaient n'étaient pas vraiment les meilleurs contenants. Le plus grand défi des pirates n'était pas d'obtenir de l'eau, mais de la garder potable dans ces énormes tonneaux en bois. Ce n'étaient pas de petits fûts de bière, mais d'immenses barriques capables de contenir 240 litres chacune. Un navire pirate de taille correcte avait besoin d'environ 30 de ces monstres juste pour stocker assez d'eau pour un mois en mer. Fais le calcul, cela représente près de 8000 litres qui ballottaient dans la cale. Le véritable ennemi n'était pas les tonneaux eux-mêmes, mais ceux qui commençaient à y pousser après quelques semaines en mer. La combinaison de chaleur, d'humidité et de parois en bois créait un terrain idéal pour toutes sortes de choses répugnantes. Les pirates appelaient l'eau avariée eau vivante, parce qu'on pouvait littéralement voir de petites créatures y nager. Le journal d'un pirate de 1716 décrivait la sensation comme « boire une bouche pleine de verre frétillant à chaque gorgée ». Appétissant, non, mais les pirates trouvèrent des astuces assez ingénieuses pour lutter contre la pourriture. L'une des meilleures innovations consistait à brûler l'intérieur des tonneaux, les transformant en sorte de filtre à charbon géant. Ils brûlaient la couche interne du bois jusqu'à ce qu'elle devienne noire, créant une barrière protectrice. C'est la même technique qui est encore utilisée aujourd'hui pour fabriquer des fûts de whisky, bien que je doute que les pirates pensaient au bourbon vieilli quand ils l'inventèrent. Les pirates découvrirent aussi que jeter des pièces d'argent dans leurs tonneaux aidait à garder l'eau fraîche plus longtemps. Ils ne connaissaient pas les bactéries à l'époque, mais ils savaient que l'argent avait une sorte de pouvoir purificateur. La science moderne a prouvé qu'ils avaient effectivement vu juste. L'argent possède de véritables propriétés antibactériennes naturelles. Parler de « trouver de l'or avec de l'argent » prenait tout son sens. Les plus méticuleux scellaient les joints de leurs tonneaux avec un mélange de goudron et de résine. Certains équipages développaient même leurs propres recettes secrètes, mélangeant tout, de la cire d'abeille à l'huile de coco. Il y a l'histoire d'un capitaine pirate qui protégeait tellement sa formule qu'il obligeait son équipage à lui tourner le dos pendant qu'il l'appliquait. Lorsqu'il fut finalement capturé, la Royal Navy britannique lui proposa d'alléger sa peine s'il partageait son secret. Il refusa, emportant probablement dans sa tombe la meilleure recette d'étanchéité de tonneaux de l'histoire. La température était un autre facteur crucial dans le stockage de l'eau. Les pirates comprirent que garder les tonneaux dans la partie la plus fraîche du navire ralentissait la détérioration. Mais voici le problème. Le pont le plus bas, où il faisait plus frais, était aussi celui où le navire bougeait le plus. Il fallait donc choisir entre une eau un peu moins avariée ou des tonneaux qui roulaient dans la cale comme des boules de bowling lors d'un tremblement de terre. Un équipage particulièrement inventif essaya d'envelopper ces tonneaux de voiles humides, espérant que l'évaporation les maintiendrait au frais. Bonne idée en théorie, mais ils se retrouvèrent seulement avec des voiles moisies et de l'eau toujours avariée. Un autre équipage tenta de peindre ces tonneaux en blanc pour refléter la chaleur, mais découvrit vite que la peinture blanche du XVIIIe siècle contenait du plomb. Cela fit durer l'eau plus longtemps, mais pour toutes les mauvaises raisons. Les tentatives les plus amusantes de préservation de l'eau venaient des pirates superstitieux qui pensaient que la mauvaise eau était causée par des esprits maléfiques. Ils organisaient parfois de véritables cérémonies de bénédiction pour leurs nouveaux tonneaux, avec chants et danses. Un équipage alla même jusqu'à engager une sorcière de l'eau pour bénir leurs barriques. Étonnamment, leur eau resta fraîche plus longtemps, sans doute parce que la sorcière ajoutait secrètement du charbon dans les tonneaux quand personne ne regardait. Mais même avec toutes ces astuces, les pirates devaient encore faire face à de l'eau qui tournait. Quand l'eau commençait à verdir et à grouiller de vie, il fallait trouver un plan B. Et c'est là qu'ils devinrent vraiment créatifs avec leur système maison. Leur méthode de filtration allait du franchement ingénieux au désespérément comique. As-tu déjà essayé de filtrer de l'eau avec ton chapeau ? Les pirates l'ont fait,
Bien sûr, je ne recommanderais pas de boire quoi que ce soit passé dans le chapeau d'un pirate. Le filtre de base consistait à tendre un morceau de tissu propre, ou du moins ce qui passait pour propre à bord, sur un récipient et à y verser l'eau trouble. Ça retenait les gros morceaux, les petits vers qui s'agitaient et les algues flottantes. Un pirate écrivit que son tissu devenait si vert après filtration qu'on aurait cru une chemise tissée d'algues marines. Quelques pirates ingénieux tentèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu sur les îles tropicales, où l'eau s'infiltrait naturellement à travers le sable et la roche. Ils bricolèrent donc des mini-systèmes de filtration avec ce qu'ils avaient sous la main. Poteries brisées, coquillages broyés, morceaux de corail volés lors d'un raid. Un capitaine jura que filtrer son eau à travers des colliers de perles écrasées la rendait meilleure. Un filtre plutôt coûteux, si tu veux mon avis. Certains pirates essayèrent même de dessaler l'eau de mer en la faisant bouillir et en recueillant la vapeur. Ils suspendaient des linges au-dessus des marmites d'eau salée en ébullition, attendaient que le linge s'imbibe de condensation puis l'essoraient dans des récipients. Est-ce que ça marchait? Plus ou moins. Est-ce que ça valait l'effort? Disons qu'il fallait environ 1 gallon de bois pour obtenir une tasse d'eau douce. À toi de voir. Le prix de la tentative la plus désespérée revient à l'équipage qui essaya de filtrer son eau avec des feuilles de tabac, croyant que le tabac tuait les germes. Résultat, leur eau avait simplement le goût d'un cendrier. Ils auraient peut-être eu plus de chance en fumant l'eau directement. Et connaissant les pirates, quelqu'un a sûrement tenté le coup. Quand ils avèrent des agrumes, les pirates en pressaient parfois dans leur eau filtrée. Ce n'était pas seulement pour se faire une limonade de fortune. L'acidité tuait une partie des bactéries et aidait à prévenir le scorbut. Double bénéfice. Malheureusement, la plupart des pirates n'avaient aucune idée de pourquoi ça fonctionnait. Ils savaient seulement que les équipages buvant de l'eau citronnée tombaient moins malades. La méthode la plus efficace restait en fait le temps. En laissant reposer l'eau croupie dans un récipient propre, les saletés finissaient par se déposer au fond. Ils appelaient ça l'eau endormie, parce qu'il fallait la laisser faire une sieste avant de la boire. Pas très scientifique, mais efficace quand on est coincé en pleine mer. En parlant d'eau douteuse, certains pirates adoptèrent une approche totalement différente. La solution, aussi répugnante que géniale, sauva d'innombrables vies, le rhum. Contrairement à la légende, ils n'en buvaient pas seulement pour se saouler. Le rhum était leur désinfectant liquide. Mélangé à l'eau pour fabriquer du grog, il rendait même la pire eau à peu près buvable. La recette officielle était simple. 1 part de rhum, 4 parts d'eau, un peu de jus de citron vert si on voulait être chic. Et voilà, une usine de traitement d'eau pirate. L'alcool tuait une partie des bactéries et le citron prévenait le scorbut. Traiter l'eau et prendre sa dose de vitamine C dans le même verre. Efficace. Mais le grog n'avait pas été inventé par les pirates. C'était l'idée de l'amiral britannique Edward Vernon en 1740. Les marins le surnommaient Old Grog à cause du manteau grossier qu'il portait. Et le nom resta. Les pirates se contentèrent de voler l'idée, comme à leur habitude, sans se soucier de déposer un brevet. Les chiffres sont impressionnants. Un navire pirate de 50 hommes consommait environ 260 litres de rhum par semaine, rien que pour le grog. Plus d'1 gallon par tête. Bien sûr, une partie de ce rhum s'évaporait mystérieusement avant d'atteindre les tonneaux. Les pirates appelaient ça la part des anges. Mais ces anges semblaient avoir un sérieux problème d'alcool. Chaque capitaine avait sa recette. Certains ajoutèrent du sucre, d'autres des épices comme la muscade ou la cannelle. Un capitaine créatif y mettait de la menthe et appelait ça un cocktail caribéen. Il avait juste quelques siècles d'avance sur le mojito. Les plus malins utilisaient le grog comme moyen de contrôler la consommation d'eau. Chaque marin recevait une ration quotidienne précise. Trop d'eau pure tournait vite, mais le grog se conservait plus longtemps. C'était comme un système de tickets de boisson, non pas pour limiter les excès, mais pour empêcher les pirates de vider les réserves en quelques jours. Un marchand capturé raconta avoir vu des pirates se disputer au sujet des rations de grog. L'un d'eux affirma qu'il devait avoir une double portion, car il avait 2 fois plus soif que les autres. Le capitaine répondit « Alors soit 2 fois plus assoiffé, mais avec la même ration. » Hors la loi, oui, mais égalitaire quand il s'agissait de grog. Bien sûr, tout le monde n'aimait pas ça. Certains trouvaient que le grog rendait l'eau encore plus imbuvable. D'autres disaient que ça les rendait trop somnolents pour repérer les navires marchands.
Un équipage alla même jusqu'à se mutiner parce que son capitaine avait trop dilué le grog. Comme quoi, il y avait une frontière ténue entre purifier l'eau et déclencher une révolution pirate. Le plus fascinant avec le grog n'était pas la boisson elle-même, mais son impact sur la vie pirate. La ration quotidienne devint une institution, au point qu'ils organisaient leur journée autour d'elle. Pas d'attaque avant l'heure du grog, pas de querelle sérieuse avant la ration. Et malgré toutes ces techniques, collecte de pluie, chasse à l'eau douce, stockage en tonneaux, filtration de fortune, mélange avec du rhum, les pirates avaient toujours du mal à garder de l'eau potable à bord. Mais avec quelques tonneaux en bois, des chiffons, quelques pièces d'argent et beaucoup de rhum, ils parvinrent quand même à survivre des mois en mer.